Alors bonjour ou rebonjour à tous. Nous allons poursuivre cette journée consacrée à la santé et puis à l'avenir de la profession infirmière. Et nous poursuivons à 13h30 avec Patrick Barriot. Merci infiniment d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes référent ou porte-parole de Marine Le Pen sur tous les sujets de la santé. Donc je rappelle que la journée est organisée par le CEFIEC, l'Amphide, l'AFNESI, l'UNAIBOD, le SNIBO et la NPDE. Nous avons sur le plateau avec nous Michelle Appelshauser, qui est la présidente du CEFIEC, et Astrid Meyer, qui est infirmière de pratique avancée en santé mentale et qui fait partie de l'Amphide. Alors nous allons commencer tout de suite avec une première question avec vous, Michelle Appelshauser. Je vous laisse la parole. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors déjà, dans un premier temps, on souhaiterait vous demander quel état des lieux vous faites de notre système de santé en France aujourd'hui. Alors, l'état de santé est assez inquiétant, j'allais dire. Je pense qu'on est tous d'accord sur le diagnostic. On a un système de santé qui est pas loin d'être moribond. Donc, tout le problème est de savoir si on se contente de soins palliatifs, comme ce qui est actuellement, ou si on veut faire des soins intensifs et des soins de réanimation pour notre système de santé. Donc, le programme santé de Marine Le Pen vise à relever deux défis important, qui est celui des maladies chroniques, qui touche 20 millions de nos concitoyens, et celui du vieillissement de la population, les deux étant liés, puisque bien évidemment, malheureusement, plus on vieillit, plus on a de risques de maladies chroniques, voire d'être polypathologiques et un risque de perte d'autonomie. Donc, le programme santé vise, notre système de santé est incapable de relever ce défi, donc il faut actuellement améliorer, restructurer notre système de soins, tant au niveau des soins hospitaliers que des soins ambulatoires. Donc Marine Le Pen a des propositions pour ces deux grands secteurs des soins. Ok, et donc... Voilà, une fois qu'on a fait ce constat, comme vous dites, d'un système de santé moribond, ce sont vos termes, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? L'élection présidentielle aura lieu, il y a une élection. Qu'est-ce que votre parti propose pour... Alors, beaucoup de choses. Alors d'abord, si on sépare un petit peu les deux secteurs que j'ai évoqués, le secteur hospitalier d'abord, donc Marine Le Pen veut revoir totalement la gouvernance hospitalière, ce qui a été prévu dans le programme d'Emmanuel Macron, mais rien n'a été fait. Donc actuellement, on estime que la direction des hôpitaux, qui est une direction purement administrative, a conduit vraiment à une vision totalement bureaucratique de la santé, avec que des indicateurs comptables et financiers. Donc on veut revoir la gouvernance hospitalière avec une gouvernance bicéphale, une direction médicale et une direction gestionnaire, on va dire, mais avec les suppressions des ARS. Marine Le Pen envisage de supprimer les ARS et de remettre donc la tutelle des hôpitaux à la disposition du préfet. En particulier, parce que ça va aussi dans le sens d'une gouvernance. On estime que la santé ne doit pas se gérer au niveau de la région, il faut la gérer à un niveau infra-régional, peut-être même infra-départemental, au niveau intercommunautaire et des bassins de vie. Donc le préfet sera entouré d'un conseil avec une démocratie sanitaire, avec bien sûr les soignants et les infirmiers bien entendu, avec les élus, avec les usagers, avec les acteurs sociaux. Voilà. Mais donc, totalement changer la gouvernance hospitalière et supprimer les ARS. Ensuite, au niveau des personnels, bien sûr, des personnels, en particulier infirmiers, eh bien, un recrutement, puisqu'on estime qu'il y a à peu près un déficit de 50 000 personnels infirmiers et aides-soignants. Donc, il faudrait effectuer ce recrutement, améliorer bien entendu les salaires, puisque les salaires en particulier des infirmiers hospitaliers, vous savez, étaient déjà... on va dire misérable par rapport aux pays, à la moyenne des pays de l'OCDE. Donc c'était de l'ordre de 20% de moins. Le Ségur de la santé a peut-être rattrapé de l'ordre de 10%, mais dans tous les cas, il y a encore une perte importante en matière
En matière de salaire, il y a un énorme problème aussi de recrutement, puisqu'on a entre 5 et 10% de postes vacants infirmiers. Je crois qu'à la PHP, ils ont donné 7,5% de postes vacants. Donc, c'est dramatique, parce que qui dit postes vacants sous effectif dit bien sûr fermeture de lits. On a beaucoup trop de fermetures, donc un énorme effort de recrutement de personnel. Et puis, concernant les lits, bien sûr, Marine Le Pen veut instaurer un moratoire sur la fermeture des lits. On a eu 100 000 lits fermés en 20 ans, puisqu'on est passé de 500 000 à moins de 400 000 lits. Alors d'accord, il y a eu le virage ambulatoire, il y a eu l'hospitalisation à domicile, mais en fait, et on a bien vu avec la pandémie, qu'il y a un déficit de lits, en particulier de lits de réanimation, puisqu'on avait 5200 lits de réanimation avant la crise. On est passé à 5008, je crois, avec 800 avec les lits éphémères, mais on a vu que l'IGAS a estimé qu'il manquait 1000 lits de réanimation. Et donc Olivier Véran a annoncé l'ouverture de 1000 lits de réanimation, c'est à peu près 20% du nombre de lits de réanimation. On ne sait pas si c'est budgété et on ne sait pas comment on va ouvrir ces lits en l'absence de personnel infirmier de réanimation et d'un manque de réanimateurs. Donc voilà le moratoire, et je passe sur les lits de psychiatrie où on est passé, je crois, de 120 000 lits à 50 000 lits ces dernières années. Donc bon voilà, donc moratoire sur la fermeture des lits. Ensuite, sur le problème de l'administration de l'hôpital, on souhaite réduire quand même le nombre de postes administratifs, et puis surtout réforme du mode de financement de l'hôpital, avec suppression de la tarification à l'activité, ou suppression totale, ou au moins à 50%, avec un retour à la dotation globale. On voit bien que cette dotation, cette tarification à l'activité, d'une part, ce sont des indicateurs purement comptables, et ensuite c'est inadapté, en particulier pour les soins psychiatriques. On sait que les établissements psychiatriques n'utilisent pas cette TSA, mais que c'est aussi inadapté au suivi, en particulier des maladies chroniques, des patients pathologiques. Donc voilà, on veut revoir totalement ce mode de financement de l'hôpital. Voilà, ça c'est pour en gros, très vite, le secteur hospitalier. J'ai entendu au niveau de la gouvernance que vous parliez d'une gouvernance bicéphale. C'est bien ce que vous avez dit, avec les médecins, les administratifs. Quid des soignants? Où est-ce qu'elle est dans cette gouvernance? Oui, mais dans la partie médicale, c'est-à-dire que... oui. Ah, mais ça, vous ne l'avez pas dit. Oui, tout à fait. Bon, il faut faire attention. Mais dans mon souci de ne pas passer trop de temps, parce que je ne sais pas quels sont les autres sujets, mais voilà, sur le sujet, oui, tout à fait. Mais tout à fait. Hier, il y avait le colloque de l'intersyndicat des praticiens hospitaliers. Il y a effectivement, on a parlé de la place des sages-femmes aussi dans cette gouvernance. Et bien sûr, les infirmières. Merci. Et aussi, je vous ai dit aussi, excusez-moi, dans ce conseil autour du préfet, avec bien sûr le rôle des infirmiers, bien sûr des infirmiers libéraux, des infirmiers de pratique avancée, on en reparle. Vous avez beaucoup parlé du manque de lits. Vous avez évoqué les chiffres de 100 000 lits en 10 ans, c'est ça? Je pense qu'on ne doit pas en être loin. Oui. Donc, rouvrir des lits, si je peux m'exprimer ainsi, il faut du personnel pour accompagner les malades. Comment vous envisagez aujourd'hui de résorber cette problématique qu'on a en termes de ressources humaines, de personnel soignant? Alors ça, c'est un problème. D'abord, il faut stopper l'hémorragie. Je crois qu'avant tout, avant de parler, on parle bien sûr de recrutement, mais de stopper l'hémorragie par effectivement manque d'attractivité de la fonction. Donc ça, c'est bien sûr manque d'attractivité. Ça veut dire qu'il faut revaloriser la fonction infirmière, tant au niveau de valorisation en termes salariales, de rémunération, mais qu'en
en termes aussi de valorisation intellectuelle. Donc, bon, je suppose qu'on parlera des... Donc, on y reviendra dans un second temps. Oui, mais on ne peut pas envisager, je veux dire, de régler le problème de la pénurie de personnel infirmier, qui est très important, hein, entre donc, 5 et 10%, si on n'améliore pas l'attractivité de la fonction. Alors après, on est d'accord, c'est bien beau de dire on ouvre, on met plus de places, on augmente les places en IFSI, on augmente les places dans le centre. Mais si personne ne veut venir, et on l'a vu, même la PHP qui a, je crois, donc 7,5% de postes infirmiers non pourvus, qui fait des offres très importantes. Je crois qu'ils ont un déficit de 1400 infirmiers et personne, malgré des offres un peu alléchantes, ils n'ont pas beaucoup de propositions. Je pense qu'il y a un énorme effort à faire sur l'attractivité. On reviendra sur l'attractivité et la fidélisation, je vous rejoins là-dessus. Une thématique que nous n'avons pas encore abordée et qui préoccupe les soignants, c'est la vulnérabilité. Et je laisse Marie-Astrid nous en parler. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Pour répondre en fait aux besoins actuels de santé des personnes qui sont vraiment vulnérables, et je pense qu'on en a un certain nombre dans notre pays, bien évidemment on peut parler de la psychiatrie, hein, notamment pour les personnes qui sont vulnérables, ça touche tous les âges de la vie. Et du coup, nous voudrions savoir quelles seraient les mesures à envisager pour vraiment donner l'accès à la pleine santé pour tous, avec vraiment cette approche qui va être éthique et respectueuse. Alors, c'est un problème énorme. Je dirais peut-être même le problème numéro 1, qui est le problème de la santé mentale et de la psychiatrie. Hein. Même, on parle de santé mentale, hein. Je veux dire, ça ne se résume pas à la psychiatrie. Donc, c'est un énorme sujet de santé publique. C'est le premier poste de dépense aussi, si on parle, puisque en 2019, je crois qu'on était à 108 milliards de dépenses. Donc, si on rajoute l'assurance maladie, plus la perte de productivité, les arrêts de travail, première cause d'arrêt de travail, l'allocation adulte handicapé, c'est un problème, c'est un fardeau énorme. Et bien sûr, un problème de santé publique majeur qui n'est pas pris du tout au sérieux. On a vu Olivier Véran a annoncé comme une révolution dans le domaine de la santé mentale le fait de rembourser sur prescription médicale 8 consultations de psychologues par an, donc sur prescription médicale, et encore un tarif dérisoire de 40 € pour la première consultation et 30 € pour les suivantes. C'est ça, pour lui, une révolution en santé mentale. Une révolution en santé mentale, c'est clair, c'est une loi. C'est une loi sur la santé mentale et sur la psychiatrie, exactement comme il était normalement prévu de faire une loi grand âge et autonomie. Donc c'est quelque chose de très très important, et c'est au moins aussi important cette loi sur la santé mentale et psychiatrie. Et donc Marine Le Pen propose d'une part de faire cette loi de programmation, et même de créer une délégation interministérielle sous l'autorité du Premier ministre pour la santé mentale et la psychiatrie, de façon à pouvoir coordonner tous les aspects entre la santé, l'intérieur, pour la médecine en milieu pénitentiaire, qui pose un gros problème aussi, puisque plus de 20% des personnes incarcérées ont des troubles psychotiques sérieux. Donc auprès de la jeunesse et des sports, enfin auprès de la recherche, parce que la recherche aussi, que le budget de la recherche en santé mentale est dérisoire, il est de l'ordre de, je crois, 4%. Donc il y a, que ce soit en recherche aussi bien clinique qu'en recherche fondamentale, donc vraiment très peu. Et puis bien sûr revoir toute l'organisation, mais ça je pense que les psychiatres le font très bien, le proposent très bien, avec justement les territoires de santé mentale, avec on le voit aussi pour le dépistage des troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. Enfin, il faut restructurer tout ça, mais tout ça avec une vision stratégique et avec une loi vraiment de programmation sur la santé mentale et la psychiatrie. On parle aussi, en termes de vulnérabilité, de toutes les personnes migrantes, notamment, effectivement, qui arrivent sur notre sol et qui ont aussi ce besoin de prise en charge
qui rentrent aussi, effectivement. Il y a la santé mentale, il y a la psychiatrie, mais il y a effectivement d'autres domaines. Et aussi, c'est dans ces déserts médicaux où on se retrouve avec des populations qui ne peuvent pas être prises en charge par manque en fait, de médecins sur les territoires. Oui, mais alors, quand on parle des déserts médicaux, bon, je veux bien, mais les déserts médicaux, c'est pas seulement l'Ardèche et la Creuse. On a vu que l'Île-de-France est le premier des déserts médicaux. Si vous allez dans le centre Val-de-Loire ou dans le Loiret, c'est un désert médical. Frédéric Valtou, le président de la Fédération française hospitalière, a dit que l'hôpital public était le premier des déserts médicaux. Les EHPAD sont des déserts médicaux, puisque vous avez quasiment 30% des EHPAD qui n'ont pas de médecin coordinateur, il n'y a pas d'infirmière la nuit. L'éducation nationale est un désert médical, vous avez une infirmière pour 1700 élèves, 30% des postes de médecins de l'éducation nationale ne sont pas pourvus. Oui, il y a un problème énorme de déserts médicaux, mais ça déborde, j'allais dire, largement le problème de la santé mentale, c'est de la santé tout court. Et donc, c'est clair qu'il y a un énorme effort à faire pour essayer de réduire ces déserts médicaux. Alors bon, là-dessus, on peut faire pas mal de propositions, mais ce que je n'ai pas très bien suivi, c'est le lien entre les migrants et la santé mentale. C'est pas que là. En fait, les personnes qui sont vulnérables ne sont pas forcément avec juste un trouble psychique ou avec la santé mentale. C'est vraiment plus global, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Alors là, je veux bien, effectivement, mais vous soulignez un problème important qui est le problème d'accès aux soins et les inégalités qui sont à la fois territoriales avec les déserts médicaux, et on pourrait parler aussi des territoires ultramarins, mais aussi effectivement les inégalités sociales. Alors si on prend par exemple le cas de l'obésité chez les enfants, on sait très bien qu'en CM2, il y a beaucoup plus d'enfants obèses parmi les enfants des ouvriers que dans les enfants des cadres. Donc c'est vrai, et là pour la vulnérabilité, c'est pareil avec les personnes âgées isolées, en particulier dans les déserts médicaux, tout à fait. Donc le but d'un programme de santé présidentielle, c'est effectivement de s'attaquer aussi bien aux inégalités dans l'accès aux soins territoriales que les inégalités sociales. Tout à fait d'accord. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez évoqué les enfants, notamment. Je ne le mettrai pas dans les vulnérabilités, mais aujourd'hui, on parle de déserts médicaux, on a les ressources chez les infirmiers, les infirmières ou les infirmières spécialisées comme les puéricultrices. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens de permettre à ces professionnels d'aller soulager la médecine de ville, comme les pédiatres par exemple, sur les différents territoires. Est-ce que ce n'est pas une solution qui serait à mettre en œuvre de donner plus de possibilités de compétences aux infirmiers et infirmières? Ah si, je pense que c'est même une des priorités. Parce que si on regarde le maillage territorial, effectivement, il y a des gros problèmes de médecins. Bon, ils sont tous en région PACA ou au bord de la mer. Donc le maillage territorial des médecins est vraiment pas terrible. Par contre, on regarde le maillage territorial des infirmiers est très bien fait. Donc, ils devraient être vraiment en première ligne. Effectivement, c'est très dommage de voir, par exemple, que pour les infirmiers de pratique avancée, eh bien, les médecins sont peut-être un peu réticents à leur confier le suivi des patients. Mais c'est bien sûr les IPA, mais aussi les infirmières et les infirmiers libéraux qui jouent vraiment un rôle essentiel dans le maillage et puis surtout au contact à domicile du patient, et que c'est eux qui peuvent éviter justement le passage en perte d'autonomie chez beaucoup de patients. Alors vous évoquez peut-être le terme de confiance du médecin à laisser faire en fait la profession infirmière. Quelle solution on pourrait apporter pour...
Alors, d'abord, c'est un problème qui est général, c'est pas uniquement un problème vis-à-vis des infirmiers. Les médecins, ils voient d'un mauvais œil les pharmaciens quand les pharmaciens proposent de renouveler les ordonnances pour les maladies chroniques ou de faire du dépistage du cancer ou de dépistage ou de la vaccination. Donc, ils sont réticents aussi vis-à-vis des podologues pédicures quand ils veulent prescrire des radiologies ou des bilans de mycoses. Donc, c'est un problème important, mais qui doit se jouer vraiment à l'interprofessionnel. C'est-à-dire que là, c'est l'interpro, c'est, je ne sais pas, l'UNPS qui doit vraiment faire s'entendre pour ouvrir. C'est le même problème aussi pour les sages-femmes, qui estiment qu'il n'y a pas assez de report vers leur spécialité. Je crois qu'il faut vraiment que les médecins généralistes jouent vraiment leur rôle de coordonnateur dans le parcours de soins personnalisés des patients et vraiment, ouvrir... penser que l'infirmier libéral, l'infirmier IPA ont vraiment un rôle majeur dans le système de soins. Et qu'il ne faut pas jouer des corporatismes. Bon, je veux dire, c'est un problème de santé publique majeur, ce n'est pas des luttes de pouvoir quand même. Ce qui permettrait de libérer du temps médical. Bien sûr. Michel Appelshauser ? Oui, il est annoncé que le décret de compétence des infirmiers devrait être revisité. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Et si oui, qu'est-ce que vous metteriez comme acte, vous ? Je peux pas vous dire, j'ai pas d'éléments précis à ce propos, mais c'est certain qu'on est vraiment dans une évolution d'élargissement des compétences. Des infirmiers, des paramédicaux, mais pas seulement encore, je dis, c'est la même chose pour d'autres professionnels de santé, mais si on s'en tient aux infirmiers, c'est clair qu'il faut aller vers un élargissement des compétences reconnues avec une possibilité de consultation et de diagnostic et de traitement, parce que c'est là-dessus que le système achoppe. Bon, c'est qu'avec la loi Touraine, la pratique avancée a été reconnue, qu'il a fallu 2 ans pour que les décrets soient mis en place avec les spécialités. En oncologie, en maladie chronique et en insuffisance rénale. Ensuite, il y a eu la psychiatrie et les urgences. Donc, il faut ouvrir à la fois les spécialités. Mais si on regarde 6 ans après 2022, à combien on est, je crois que c'est de l'ordre de 1000 IPA. Donc, la tendance générale, de toute façon, c'est clair, il faut la soutenir. D'une part, l'élargissement des compétences et des responsabilités. Donc, il faudra bien sûr que la rémunération aille avec cet élargissement des compétences et des responsabilités. Or, elle est en total décalage, vous en conviendrez avec moi. Et puis, l'universitarisation de la profession. Donc, il faut développer les masters, bien sûr, voire aux États-Unis, il y a même des doctorats en soins infirmiers avec les nurse practitioners. Donc, on est à la fois quand même en retard avec pas mal de pays sur ce sujet, et en retard dans le calendrier aussi, quand on regarde la loi Touraine 2018, où on en est en 2022, il y a de gros efforts à faire, et surtout il faut accélérer, parce que c'est bien beau de faire des expérimentations, des études pilotes, mais il faut des actes. Merci beaucoup pour cet éclairage sur cette première partie du système de santé. Donc je retiens gouvernance, notamment vers les soignants, pour les soignants, suppression des ARS, donc la décentralisation du système de santé. Vous avez évoqué aussi toute la partie du métier d'infirmier et d'infirmière. On va y revenir, ça va être notre deuxième partie. On va parler donc de la formation, l'évolution des carrières, attractivité et surtout fidélisation. Donc je passe la parole à Marie-Astrid pour la première question sur cette deuxième partie. Oui, merci. J'aimerais avoir votre perception du métier d'infirmière aujourd'hui et celle éventuellement de demain.
Alors bon, ma perception automatiquement, la perception qu'on peut avoir du métier d'infirmière, mais c'est lié au parcours qu'on a suivi. Moi, de formation, je suis anesthésiste réanimateur, donc j'ai passé plus de 10 ans de ma vie dans des ambulances de réanimation avec une équipe où vraiment l'équipe médecin-infirmier est très soudée et où... J'allais dire, par exemple, quand on arrive sur un accident grave, souvent, le médecin prend une victime et l'infirmier en prend une autre. Et quasiment, il n'y a pas de différence. Donc, j'ai fait ce métier. Après, j'ai eu une activité d'anesthésie-réanimation en bloc opératoire. Mais là encore, avec toujours... un rapport avec ou l'infirmier d'urgence ou l'infirmier anesthésiste ou le truc qui est vraiment un partage, surtout dans les coups durs où on est sur le même niveau. Donc voilà, moi c'est le rapport personnel que j'ai eu pendant toute ma carrière. Alors, et maintenant, je pense que ça correspond à ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire à l'évolution quand même du métier d'infirmier qui doit pouvoir accéder, qui doit pouvoir progresser, avoir un genre de progression et acquérir un niveau d'autonomie plus important. C'est aussi le cas, j'ai été en poste au CHR de Metz-Thionville, où le SAMU, le SMUR de Thionville, quand il sort avec une infirmière anesthésiste, il n'y a pas de médecin. Et ça se passe aussi bien qu'ailleurs, j'allais dire. Donc voilà, donc ce rapport... Je pense que ce rapport que moi j'ai toujours vécu dans ma carrière, eh bien, il devrait être étendu dans d'autres secteurs et dans d'autres domaines. Mais on voit que ça pose quelques soucis. Je ne sais pas comment se passe exactement sur le terrain les IPA pour les urgences, mais c'est certain qu'en particulier une infirmière de pratique avancée aux urgences, eh bien, peut très bien ausculter un malade, peut très bien prescrire un bilan radio ou un bilan sanguin. Je crois que voilà, il faut aller dans ce sens. De toute façon, en plus, c'est une nécessité déjà, même si ce n'était pas une reconnaissance intellectuelle, on peut pas faire autrement parce que il n'y a pas assez de temps médical. Vous avez une vision très optimiste et positive. Vous avez parlé de collaboration entre le médecin et l'infirmière, pas forcément que l'infirmière en pratique avancée d'ailleurs, avec vraiment tout notre savoir-faire infirmier. La problématique, c'est qu'actuellement, les infirmiers, au bout de 5 ans, ils s'en vont. Ils vont faire autre chose. Et notamment parce que cette collaboration médicale, ou même, j'allais dire, administrative, hospitalière, est compliquée pour pouvoir assurer des soins de qualité auprès des patients. Et du coup, pour vous, quelle est la véritable raison de cette fuite infirmière au bout de 5 ans ? Et quelles seraient les solutions ? Je crois que c'est deux choses. Alors, on met toujours en avant les conditions salariales. Alors, c'est vrai qu'il y a des conditions salariales et que c'est vraiment important. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est les conditions de travail. C'est-à-dire que même si on améliore les conditions salariales, si on n'améliore pas les conditions de travail, eh bien, la fuite va continuer. Or, les conditions de travail, c'est essentiellement lié quand même aux sous-effectifs. Quand on voit qu'il y a quand même une perte de sens du travail, de la mission infirmière, où on n'a pas le temps, elles n'ont pas le temps de passer du temps auprès du patient. Donc, il y a une déshumanisation, l'impression de mal faire son travail, la perte de sens. Donc voilà, mais c'est vraiment étroitement lié au problème d'effectifs. Donc là, c'est vrai qu'on tourne un peu en rond, parce que l'attractivité, c'est le salaire, mais s'il n'y a pas les suffisants des effectifs, eh bien, on n'y arrive pas. Mais pour qu'il y ait des effectifs, il faut améliorer les salaires. Donc pour l'instant, disons qu'on est dans un cercle vicieux dont je vois mal la sortie s'il n'y a pas des mesures mais extrêmement énergiques.
Et puis surtout, quand on parle de revalorisation salariale, c'est de la revalorisation salariale, c'est pas des primes, hein, on est d'accord. Donc ça reste un problème. Pour l'instant, on joue surtout sur les primes et pas vraiment sur une revalorisation de la grille indiciaire. Je peux poser une question? Je vous en prie. Je voudrais savoir, puisque vous dites tout à l'heure qu'il faut augmenter les compétences des infirmiers, est-ce que vous pensez que les médecins sont prêts à cette mise en œuvre? Je ne suis pas tout, non, pour être franc, j'en suis pas sûr, parce que quand on regarde quand même en dernière limite, quand il s'agit de faire passer des arrêtés, des décrets, on voit que c'est un peu affrontement dur, et malheureusement toujours, parce que voilà, on a dit non, une consultation, c'est pas une consultation, c'est un entretien infirmier, non, la prescription, c'est pas. Donc on voit une IPA en néphrologie qui ne peut pas prescrire un dosage duré. Il y a quand même vraiment un problème. Donc je pense que ça va se faire de toute façon, même si c'est affrontement dur, mais ça ne peut pas faire autrement. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a encore des résistances et qu'il faut vraiment espérer. Mais surtout, en secteur libéral, j'espère que le syndicat, l'UNPS ou l'Interpro va vraiment faire des progrès dans ce sens. Je le redis, hein, vu l'état de notre système de santé, il faut arrêter les positions corporatistes ou les jeux de pouvoir. Il faut améliorer les soins. Et là, justement, cette progression, cette évolution du métier d'infirmier est absolument nécessaire à l'amélioration de notre système de soins. Alors, vous avez évoqué revalorisation salariale pour la profession infirmière. Il va déjà falloir accuser le coup de la crise Covid, du Ségur et du quoi qu'il en coûte. Comment vous pensez financer cette revalorisation ? Alors, bien sûr, c'est un gros problème, la revalorisation salariale. Alors, personnellement, dans le programme de santé de Marine Le Pen, il y a une part énorme d'économie qui va être faite sur la fraude. Et en particulier la fraude aux prestations sociales, puisqu'on estime... Ça représente 160 millions d'euros de mémoire, non ? Non. Non ? Ah non, c'est énorme. Et sous-évaluer la fraude aux prestations sociales, c'est plusieurs milliards. Non, ça se compte en milliards. Oui, ça se compte en milliards. Oui, de l'ordre de 15 milliards. Oui, c'est absolument énorme. Avec mise en place d'une carte vitale biométrique, enfin, un ministère, créer un ministère de lutte contre la fraude, toutes les fraudes, mais en particulier la fraude aux prestations sociales. Il y a aussi, qui est prévu dans le programme, la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État, qui est évaluée aujourd'hui quand même à 1,8 milliard. Alors bien sûr, qui dit suppression de l'aide médicale d'État, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas soigner les urgences. On est d'accord, toutes les urgences seront traitées, en particulier tous les soins pédiatriques seront traités. Voilà, mais pas attirer le tourisme médical tel qu'il est actuellement, avec les gens qui affluent toutes les parts du monde pour des traitements contre le sida, pour des dialyses, pour des soins extrêmement onéreux qu'on n'est pas capable souvent de fournir à nos concitoyens. Donc c'est deux pistes. Donc c'est faire quand même des économies dans le système pour reporter sur les revalorisations salariales, mais que ça soit bien sûr des infirmières et des infirmiers, des sages-femmes aussi. Une sage-femme, j'ai 5 ans d'études, 2 000 € net par mois. Il faut arrêter. Les spécialités qui sont avec nous aujourd'hui, c'est la même chose. Hein. Oui, mais c'est tout le truc. On est vraiment minable par rapport aux autres pays de l'OCDE. Et puis là encore, il faut arrêter de jouer sur les primes, sur les trucs. Il faut une vraie revalorisation salariale. Voilà, mais...
d'au moins 10%, j'allais dire déjà en urgence absolue. Richard ? Moi, j'ai entendu tout à l'heure que vous avez parlé d'évolution des compétences et des missions des soignants, dont les infirmiers. Ça passe aussi par une évolution de la formation. Comment vous voyez ça ? Oui, donc alors, si on prend le cas de la formation, bon, pour les qui nous intéresse aujourd'hui, des infirmiers de pratique avancée, bon, ben c'est 2 ans, c'est l'équivalent d'un master, mais il faut voir déjà au point de vue formation qu'il y a des disparités énormes en fonction des régions déjà et des facultés sur ces formations. Donc il y a vraiment un besoin quand même d'harmonisation et de mettre à niveau entre la première et la deuxième année de master. Ensuite, bon, il faut créer un éventail de formation suffisamment large que, par exemple, l'infirmière qui veut se spécialiser en onco-hépatologie, c'est pas la même chose que celle qui veut se spécialiser en néphro-endocrinologie ou en gérontopsychiatrie. Donc, il faut vraiment, voilà, que les modules et que l'éventail des formations soient suffisamment importants, parce qu'en définitive, ce qui est important, c'est de répondre à des besoins de santé, on l'a vu en plus, qui doivent être définis essentiellement au niveau des populations des territoires. Donc il y a à la fois cette uniformisation quand même des formations qui est très disparate quand même pour l'instant en France. Et adapter les formations avec un éventail suffisamment large. Et pourquoi pas, bon, dans ce processus d'universitarisation du métier d'infirmier, pourquoi pas envisager même un doctorat, comme c'est aux États-Unis, un doctorat en soins infirmiers. Donc il faut vraiment ouvrir cette voie qui tend quand même vers une certaine autonomie de l'infirmier ou de l'infirmière, autonomie à la fois en pratique clinique mais aussi en recherche, parce qu'il y a vraiment un besoin de recherche et voire d'innovation en soins infirmiers. Et ça ne peut se passer que par cette évolution avec master, mais même au-delà. Donc, nous avons Michel Appel-Sauser qui est la présidente du CEFIEC, donc qui représente ces formations. J'aimerais lui donner la parole par rapport à ça. Oui, donc vous avez beaucoup parlé de la formation des IPA, bien sûr. Nous avons, mais pas que. Mais pas que. La formation initiale, comment vous la verriez ? Là, on est, vous le savez certainement, qu'il y a une augmentation de quotas des étudiants infirmiers. Comment vous voyez ça ? Est-ce que vous avez aussi cité tout au début de notre entretien un nombre important de postes vacants infirmiers. Alors comment est-ce qu'on va faire avec la formation ? Est-ce qu'il y aura encore des augmentations de quotas ? Est-ce que la formation sera toujours universitarisée ? Quid également des spécialités, Comment est-ce que vous imaginez la formation des IBOD, des IAD, puisque mon collègue est IAD. IBOD, pardon. Excusez-moi, IBOD. Donc comment est-ce que vous voyez... C'est-à-dire, votre question porte sur la démographie, sur les effectifs ? Un petit peu tout. Oui, surtout. Alors bon, il y a, c'est clair, un problème d'effectifs déjà, donc il faut augmenter les places en IFSI. Et comment on va faire ça concrètement ? Comment on va faire pour augmenter les places ? Les ouvrir, en mettre plus. En mettre plus, mais qui va s'en occuper ? Je veux dire, on ne peut pas ouvrir des places sans qu'il y ait de moyens, enfin. Ah oui, non, mais bien sûr, mais ça suppose... tout suppose... Tous les sujets dont on parle supposent de mettre des moyens. Bon, mais mais il faut se dire qu'il faut vraiment changer de paradigme et que la santé ne doit pas sans arrêt être vue comme un coût mais comme un investissement. Donc c'est clair qu'il faut faire un énorme effort financier. Après, alors il y a des pistes pour trouver l'argent, mais c'est clair qu'il faut... on ne peut pas augmenter le nombre d'infirmiers si on revalorise pas les salaires et si on n'augmente pas les places en IFSI. Alors après, maintenant, le problème, c'est s'il y a des places vacantes. Il est là le problème. Les places vacantes
à l'hôpital. Enfin, non. Oui, non, mais même à NIFSI. Si vous ouvrez, j'allais dire, 1000 places, mais qu'il n'y a que 500 qui postulent, donc on sera toujours coincé à ce niveau-là. Et là, on revient toujours sur le même problème, c'est que si entre-temps, on n'a pas revalorisé les salaires, et si on n'a pas revalorisé, insiste sur cette revalorisation intellectuelle, parce que bon, c'est vrai, on parle beaucoup, et c'est normal, il faut avant tout vivre de revalorisation salariale, la revalorisation intellectuelle qui passe par la formation aussi qui doit évoluer, parce que si les compétences des infirmières sont élargies à pas mal de domaines, eh bien, il faudra bien sûr que la formation soit en accord. Or, elle risque d'être en décalage. On le voit par exemple avec les sages-femmes qui ont de plus en plus d'attributions avec les IVG médicamenteuses et même instrumentales, les échographies, et on voit qu'il y a un décalage avec leur formation, du coup, qui avance pas assez vite. Donc là aussi, ça veut dire que dans les IFSI, eh bien, il faudra, la formation initiale doit être en accord, doit être appropriée avec cette évolution des compétences et du périmètre des compétences. Et l'universitarisation, vous allez poursuivre cette voie? Oui. C'est difficile à dire, hein. Je suis d'accord avec vous. Je dois être un peu dyslexique. Oui, bien sûr, voire même l'intensifier. Alors là, pourquoi on est... alors, je me trompe peut-être, mais j'ai la notion qu'il y a à peu près 1000 IPA à ce jour formés. Combien on est d'IPA formés? Moi, je ne sais pas si... Alors, je n'aurai pas le chiffre exact, mais on est effectivement à peu près à 1000. Et puis, d'ici 2024, on devrait être dans les 5000. Mais la question, à mon sens, ce n'est pas de savoir combien d'IPA sont formés, c'est combien exercent en tant qu'IPA. Oui. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui non, mais tout à fait. Mais le problème, c'est encore un problème d'attractivité. Oui. Je crois que les IPA en libéral, c'est un forfait trimestriel où elles doivent avoir 177 € par trimestre pour eux deux. Donc, je veux dire, c'est misérable. De même, celles qui exercent en hôpital, souvent, bon, elles vont avoir les 183 € du Ségur, mais à côté, elles vont perdre de l'argent. Donc, d'un côté, on demande aux gens d'acquérir des compétences, d'avoir des responsabilités de plus en plus grandes, et puis des fois, les salaires qui diminuent. Donc, ça, c'est clair que, là encore, on ne pourra pas évoluer si on ne fait pas un gros effort financier. Et là, il y a un gros effort financier à faire. Il y a effectivement l'effort financier, comme vous le dites, mais comme vous l'avez aussi très bien dit, l'aspect que vous appelez un peu intellectuel, où là, effectivement, il y a encore pas mal d'efforts à faire pour justement maintenir les infirmiers, non seulement dans les soins, mais effectivement dans ce travail en collaboration d'une structure hospitalière ou autre, où là, il y a un décalage actuel entre les gens du terrain, qu'ils soient spécialisés ou non, avec les décideurs. Oui. Et alors, bon, ça pose le problème, je veux dire, puisque voilà, on est quand même en campagne présidentielle, de toutes les déclarations de bonnes intentions qui sont faites. Le problème, c'est qu'un quinquennat, c'est très court. Donc là, on parle de mesures urgentes, c'est-à-dire des choses, c'est des problèmes de santé publique urgents qui nécessitent... Alors le problème, c'est que malheureusement, trop souvent, les promesses, surtout en matière de santé, on s'en souvient à la fin du quinquennat, avant le suivant. Donc là, je crois que les promesses en matière de santé sont suffisamment graves pour que les principales doivent être prises dès un début de quinquennat et pas attendre. On a vu ce qui s'est passé avec la loi Grand Âge et Autonomie. Bon. Donc il y a des urgences et en particulier une loi sur la santé mentale et la psychiatrie, chose qui doit se faire en début de quinquennat, pas en fin de quinquennat. Alors, on va conclure avant de laisser la parole à
à Richard. Moi, je retiens que vous avez évoqué plus d'autonomie pour les infirmiers et infirmières. Prescription, j'ai entendu le terme, on est bien d'accord. Je voudrais juste rajouter qu'effectivement, dans l'attractivité, dans la fidélisation, on l'a évoqué tout au long de la journée, il y a une perte de sens du métier. Parce qu'on n'est plus avec le patient. Et puis, par rapport à ce que disait Michel Appel-Chauser, aujourd'hui, on a beau ouvrir les vannes de la formation, il faut faire rêver aussi pour ce métier. Moi, j'ai un dernier point que je souhaiterais aborder, et d'ailleurs, vous l'avez un peu évoqué. Le système de santé et les décisions sont très médicales en France actuellement. Il y a une recommandation un peu différente de la part de l'OMS pour changer les choses, vous la connaissez ? Oui, en fait, vous parlez pour changer un peu l'organisation des systèmes de santé. L'OMS préconise d'avoir un infirmier général au ministère. Donc de changer un petit peu le paradigme qu'on a actuellement, puisque pour l'instant, il n'y a quasiment que des médecins qui sont décideurs, qui sont dans les instances, qui sont à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, mais c'est un problème déjà de démocratie sanitaire. Et effectivement, aussi bien au niveau des instances de direction des hôpitaux que des instances de conseil, on l'a vu au niveau régional, au niveau national, bien entendu. Il faut qu'il y ait à côté des médecins, il faut des infirmiers et des infirmières, il faut une sage-femme, il faut... Oui, alors là, absolument. Okay. Absolument. Oui, c'est vraiment un problème de gouvernance. On l'avait évoqué à propos des hôpitaux. Je n'avais pas été assez précis peut-être, mais là, oui, la position est très claire là-dessus. Mais écoutez, il me reste à vous remercier, monsieur. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Marine Le Pen. Merci d'être venu avec nous. Merci à tous. Et puis, donc, on se retrouve à 16h30 avec Lutte ouvrière et 17h30 avec la majorité présidentielle. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation.